Parce que je crois que on est appareil pour essayer de communiquer entre ressortissants de ce que la conférence de Bandung a permis d'appeler tiers-monde, puisque au fond, le non-alignement, concept de non-alignement, concept de tiers-monde, ces deux sont sortis de l'esprit de Bandung. Et cet esprit de Bandung, il est heureux que nous en reparlions aujourd'hui autour d'un sujet qui nous a été proposé 60 ans après la conférence de Bandung, quelle perspective? Alors, j'ai voulu aborder ce sujet sous thème général, sous l'angle économique, en disant 60 ans après Bandung, quelles perspectives économiques pour la coopération afro-asiatique en vue du développement économique dans le contexte de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. En réalité, en 1955, aujourd'hui, on dit qu'il y avait aussi la mondialisation. Et d'aucuns disent que cette mondialisation, en réalité, les historiens qui ont travaillé sur le XVe siècle, il y a un ouvrage bien connu, Le monde au XVe siècle, qui fait remonter au XVe siècle les débuts de la mondialisation. Autrement dit, la mondialisation de l'économie marchande, qui est devenue par la suite l'économie capitaliste, avec la révolution industrielle que l'on a connue à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, bien sûr. L'Afrique est entrée dans cette première mondialisation avec la traite négrière. L'Afrique est restée dans une autre phase de la mondialisation à partir de la fin du XIXe siècle avec la conférence de Berlin qui a conduit au partage de l'Afrique en 1885. L'Asie était dans une situation qui n'est pas si différente puisque la colonisation a également atteint l'Asie à partir de cette fin du XIXe siècle. Mais les trajectoires des deux continents ont été telles que lorsque les premiers pays asiatiques arrachent l'indépendance, cette idée de liberté, cet idéal d'indépendance a été effectivement couronné par l'organisation de cette conférence de Bandung. On retient aujourd'hui en Afrique un terme aussi, un concept qu'il faut ajouter aux deux premiers que j'ai énoncés, le non-alignement, le tiers-monde, mais il y a aussi le concept de combattant de la liberté. On a, avec Mandela, eu le modèle même de ce qu'est le combattant de la liberté, mais le combat pour la liberté de l'Afrique a été consacré dans une première phase, bien sûr, par l'indépendance d'un seul pays d'Afrique noire. Vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'est le Ghana. Kwame Nkrumah, qui était le leader du Ghana, avait porté cette lutte pour la liberté en pensant aussi que l'Afrique devra s'unir au niveau continental avec le projet des États-Unis d'Afrique. Il l'a fait en raisonnant essentiellement sur un aspect qui me semble-t-il n'avait pas été suffisamment élaboré à Bandung, c'est l'aspect économique. Nkrumah voulait une puissance économique africaine en mettant en avant la nécessité de construire les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire des grands espaces qui soient en même temps porteurs de puissance économique. Il me semble que dans le discours que nous retenons de ce qui s'est passé à Bandung, la dimension économique n'était pas suffisamment élaborée. L'idéal de l'époque, bien sûr, le défi de l'époque était d'abord la liberté, c'est-à-dire la libération nationale, comme on l'appelle. Alors aujourd'hui, si nous regardons l'avenir, et donc si nous nous interrogeons sur les perspectives, il y a bien sûr le défi politique, mais qui prend, à mon sens, la dimension de la démocratie. C'est un concept sur lequel il faudrait qu'on s'interroge beaucoup dans nos pays, bien sûr, entre l'Asie et l'Afrique. On a connu en Asie comme en Afrique des régimes antécoloniaux à travers des royaumes, des empires qui ont existé. Le phénomène politique n'est pas en soi nouveau, importé, n'a pas été importé par l'État colonial, mais on a connu des formes d'État antécoloniaux.
la démocratie a fonctionné comme parfois l'explique un économiste d'origine asiatique, Amartya Sen, bien sûr, indien, asiatique. Il a écrit ce petit volume qui est très intéressant, La démocratie des autres. Nous avons donc connu une forme de démocratie aussi bien en Asie qu'en Afrique. Et aujourd'hui, pour l'avenir, c'est l'un des défis. Je crois que ces défis sur la démocratie, il faut le lier à l'économie. Le lier à l'économie, pourquoi? Parce que si les régimes s'effondrent, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Mais c'est aussi parce que, effectivement, dans la plupart de ces cas, le développement économique n'a pas été assuré sur des bases telles que celles qu'un leader comme Nkrumah avait envisagées. Alors, il y a, en regardant les possibilités de coopération entre l'Asie et l'Afrique aujourd'hui, des questions qui peuvent se poser. Il y a une coopération, effectivement, entre différents pays d'Asie et différents pays d'Afrique. Il y a même des formes de coopération entre l'ensemble des pays africains à travers l'Union africaine et tel ou tel pays asiatique. Il y a un sommet Union africaine-Inde, un sommet Union africaine-Chine, un sommet Union africaine-Japon et Corée, et Iran, etc., avec la Turquie aussi. Mais si l'on prend la coopération, je ne dirais peut-être pas bilatérale, oui, pourquoi pas, de pays à pays, entre l'Asie et l'Afrique, de manière globale, il apparaît aujourd'hui, on le sait, que c'est un pays asiatique qui est le plus grand partenaire africain, avec le plus grand partenaire sur le plan des échanges internationaux, le plus grand partenaire de l'Afrique, c'est la Chine. On a, dans les études récentes, et nous en avons discuté avec Darwis lors d'une journée d'études à l'Université du Havre récemment, c'est l'Inde qui est le plus grand investisseur en termes d'investissement direct aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire dans l'industrie, dans les activités productives, c'est l'Inde. Mais l'une des questions, et il faut bien se poser cette question et en discuter, c'est est-ce qu'il n'y a pas une reproduction de la division internationale du travail que l'on avait combattue en combattant le colonialisme? Est-ce qu'il n'y a pas la même sorte, le même type de division du travail que certains pays asiatiques introduisent dans leurs relations avec l'Afrique? Manifestement, quand on voit que la Chine, cela a été dit tout à l'heure pour certains pays asiatiques,